Dans ce premier épisode, je vous fais visiter l'un des premiers clubs de la région parisienne toujours actif depuis 2005, le Vic Fight Academy de Grigny, dans le 91. J'ai eu l'honneur d'être accueilli par Ahmed Zerka, alias Joe, fondateur du club et qui fait partie de ces personnes qui se sont battues plus de 20 ans pour la légalisation du MMA en France. Ah, c'est bon, il arrive. Joe, comment Marcelo. tu vas? Ah, ça fait un petit moment. Oh là là, Ça va? Tu vas bien? Ouais, j'ai pas de masque par contre, ça te dérange pas? T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Ouais. Allez. Pour la vidéo, c'est possible que j'en mette pas? Ouais. De toute façon, il n'y a personne dans la bah, salle. c'est parfait, on va juste respecter au pire la distance. Tiens, j'ai du gel pour toi. C'est gentil, Voilà. merci beaucoup. Tiens, caméraman, entre, je t'en prie. Bonjour, ça dit quoi depuis tout ce temps? Déjà, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bah ouais, Je vois que tu as séché. le contexte, les contextes sanitaires font en sorte qu'on ne peut pas s'entraîner malheureusement. Je vois que ça te va bien là. Ah bah, c'est gentil, Ah, c'est ça gentil. te va bien, t'as une bonne mine. En tout cas, ça fait plaisir de te voir aussi. Bah, le plaisir est pour moi. Ouais, on m'a dit que justement ce projet-là, il prend enfin le jour Ouais, ah ouais. et que tu es vachement occupé par des travaux, etc. Enfin là, déjà, ça sent le neuf Ça sent neuf, ouais. et Bah, ça alors, sent super bon. Ouais, ça fait quoi maintenant, ça fait presque 6 mois qu'on a engagé les travaux. Et là, c'est en phase terminale en fait. 99%. Il reste quelques petites bricoles à. Alors, contrairement à la première salle, là où je m'entraînais justement chez vous, où j'étais licencié, ici, c'est radicalement différent. Ouais, et on me parle de plusieurs salles justement, ouais, alors ça. en un complexe. Ouais, ici, c'est un concept un peu qui est différent parce que la salle, elle est divisée en deux. Ouais. Tu as une partie, tout ce qui est préparation physique, musculation, et l'autre Ouais. partie combat. D'accord. D'accord. Mais bon, dans les deux, on fait quand même de la prépa et des sports de combat aussi. On D'accord, va aller on visiter s'adapte. ça. Ouais. Voilà. Si tu permets, on va aller visiter ça. Bien sûr. À savoir que je suis le premier à venir dans cette salle en dehors des compétiteurs. Mais voilà, c'est un honneur en tout cas d'être reçu par Joe. Je rappelle, fondateur du VIC, ça fait plus de 20 ans qu'il se bat pour la légalisation du MMA en France. Enfin voilà, les gens qui regarderont les vidéos et qui ont plus ou moins une connaissance du MMA en France, principalement nationale, ils le reconnaîtront très très rapidement. Tout ce qui est MMA, grappling, Voilà. Alors du coup, on commence par où? Ben, tiens, là déjà il y a une salle. Ouais, bien sûr. Alors, la salle, ici, c'est la partie. Vas-y, rentre, il n'y a Merci. personne, de toute façon, je peux venir. Ah ouais, non, mais franchement, ça n'a rien à voir. C'est une salle qui fait 150 mètres carrés environ. Ouais. Elle est toute équipée. Ah ouais, mais là je vois le mural, il y a Ouais. 36 millions de ça. Tu as des sacs de frappe. Ouais. Ah oui, là on manque pas de sac de frappe, ouais, ça c'est Voilà, sûr. vu qu'il n'y a personne qui vient, à part quelques petits compétiteurs qui viennent parce qu'ils ont des compétitions à préparer. Là, oui, je suis en grappling contact et avec eux, ainsi il de me le suite. dit justement, c'est cool Voilà. ça. C'est cool que tu puisses justement les laisser. Ah, belle salle, très très belle salle. Merci Et du Marcelo. coup, ici, tu m'as dit que c'est principalement dédié justement à tout ce qui est sparring, combat, etc. Ouais, en fait, on fait tout ici. Ouais. Les enfants, on fait tout. Ouais, Les je sais adultes. que tu En proposes fait, un large choix, il y a section adulte, enfants, compétiteurs. Les coachs, ils s'adaptent. Bien sûr. Ici, comme tu vois, c'est partie tatami, dojo et tout ça. Mais c'est très différent de la première salle. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment un truc à l'américaine, quoi. À l'américaine, ici, Ouais. on n'a pas fait dans le Comme game, d'hab, tu t'adaptes. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est partie sanitaire. D'accord. Ok. Voilà. Pareil, ici, sanitaire, vestiaire, toilette, local à ménage. Ouais. Ici, c'est la fameuse salle de musculation. Alors, je sais pas si vous êtes prêts, mais là, juste les 30 degrés de champ de vision que j'ai, c'est. Enfin, je vais vous le faire découvrir, suivez-moi. Et là, par contre, c'est un concept unique en son genre. Tu le sais, je connais beaucoup de clubs de MMA en France et je n'ai jamais vu autant de matos de ma vie, si ce n'est dans les vidéos YouTube des entraînements professionnels aux États-Unis, enfin les camps, les gyms. Ah non, là, franchement, t'as mis le paquet. En Alors- fait, il y a tout, quoi. Alors, en général, tu vois ce genre de matériel-là que dans des grosses salles privées. Ouais, Là, exactement. on est dans une salle quand même dans le quartier. Ouais, Et la ville, avec l'association, franchement, depuis des années, on bosse ensemble, on a réussi à faire nos preuves et attirer leur attention et leur confiance. Et c'est pour ça qu'on travaille main dans la main pour pouvoir avancer. non, mais là, justement, tu es en train d'offrir un panel de matériel pour tes compétiteurs et pour les futurs adhérents. Surtout pour Là, les ils ont adhérents. tout. Là, ils ont des tatamis de malades.
Il y a une surface de fou pour les sparring. Ils ont de quoi faire des prépas physiques de l'espace, comme on dit. C'est un truc de dingue. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Tu permets que je... Parce que là, je vois que c'est super Ah, propre. vas-y. Ça brille On encore. vient de passer l'aspi et la machine. Ça sent le désinfectant. Fais-toi plaisir. Hein. Ah non, franchement, presse, enfin tout ce qui concerne les jambes, les développés couchés, les bras, en fait, tu peux tout travailler. T'as plein d'haltères. La salle, elle est prête à l'usage, direct. Ah, mais elle sent le neuf. Quand je suis rentré, je sentais le neuf. Je sentais vraiment le Le neuf. matériel est neuf ici. Ah ouais, regarde, il y a encore les traces de désinfecter, je parie à chaque fois. Ah, on n'a pas le choix. Ouais, Compte ouais, tenu non, mais- de la, comment ça s'appelle, de la crise sanitaire, Ouais. tu sais très bien qu'on est obligé de désinfecter après chaque Mais c'est bien, usage. c'est bien parce qu'il y a On a des pas le salles choix. malheureusement qui font pas ça et regarde, elles ont été obligées de fermer récemment. Un ring très spacieux. Ouais. Des C'est un tables ring, de ouais, KO. c'est un petit En plus. ring, Ouais. mais qui a tout cette dimension pour pouvoir faire des entraînements dans des bonnes conditions sécuritaires, avec une comment ça s'appelle, une horloge. On appelle ça un timer en Un anglais. timer, oui, voilà. Voilà. Mais bon, moi je suis à l'ancienne. Je vois Là, un ici, grand t'as la- espace CrossFit, Oui, exactement, tu as la partie tout ce qui est cage, en fait, pour travailler tout ce qui est préparation physique, musculation, Ouais. poids du corps. Et justement, bientôt avec la Fédération française de musculation, on va préparer un diplôme qui s'appelle coach street muscul. Alors si je comprends bien, tu vas pouvoir faire bénéficier d'une formation pour les gens qui veulent se former comme au STAPS ou des trucs comme ça, mais ici. Voilà, tous ceux qui veulent faire coach street musculation, Ouais. street workout et tout, ben nous on va pouvoir avec la fédération d'haltérophilie là, D'accord. c'est bien ça, musculation, on va pouvoir mettre en place des formations pour valoriser un petit peu. Voilà. Une date approximative Normalement, pour les intéressés, Moi justement. c'est fin avril, j'ai pas D'accord. encore la Ah date ouais, c'est exacte, bientôt mais, alors. Là. mais bon, si les gens ils vont sur notre page Ouais. Grigny Vic Fight ou Grigny Vic Academy, vous allez tomber directement sur les renseignements nécessaires. Alors je rappelle, ils sont disponibles justement sur Facebook, Instagram, quoi d'autre? Insta, Facebook pour le moment, on a YouTube aussi. Ouais, chaîne YouTube Voilà. aussi, ouais, bon, c'est les plus grosses plateformes, Ouais, ça on suffit. est équipé là-dessus. Ah, vous n'allez pas commencer à faire du TikTok. Ouais. Après, nous, on travaille beaucoup avec le bouche à oreille. D'accord. Oui. Voilà, les réseaux sociaux, c'est bien, mais nous, on travaille beaucoup avec le bouche à oreille. Voilà. Une question en ce qui concerne justement l'effet de masse. Moi, quand j'étais justement inscrit chez vous les Ouais. années précédentes, on comptait à peu près combien de licenciés? Licencié, en fait, nous, on n'a jamais calculé. Ouais, D'accord. mais plus Parce que ou nous, on moins ne à cherche peu pas à près. faire des chiffres, on cherche plus à faire de la qualité. Oui, ça, On travaille bien du sûr. long terme. En général, officiellement, on doit être à plus de 200 et quelques adhérents. Ouais, c'est la Mais réputation que vous officiellement, avez. avec Ouais. tous les gens qui viennent dire bonjour, les parents et ainsi de Mhm. suite et tout, je pense qu'on peut aller dans les 500-600. Ah, franchement, puis là maintenant il y a la capacité pour. Ouais, là, il y a de la Souvent, capacité. personne. Encore, t'as rien vu, parce que, bon, étant donné qu'avec la crise sanitaire, on a un gymnase derrière qui est collé à la salle et qu'on peut passer directement de la salle dans les vestiaires. Alors attends, parce que moi au début je pensais, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit il n'y a que 2 salles. Et là tu es en train de me parler d'une 3e salle. En fait, ouais, il y a une 3e salle, plus un gymnase. En tout, ça fait 4 salles. Attends, tu vas nous mettre quoi de plus là? T'as déjà tout. Il y aura quoi là-bas? Là, On peut savoir t'as ou pas un grand gymnase, Ouais. d'accord, avec des gradins, plus Ouais. t'as une petite salle de 150 mètres carrés. D'accord, qui sera justement. Elle consistera en quoi cette salle? C'est la même salle la même salle que derrière, de D'accord, jouer avec ok. des sacs de frappe. Voilà. Voilà, franchement c'est. En fait, le concept qu'on a, nous, c'est qui est nouveau, et on a réfléchi avec le comité directeur, Mhm. c'était de faire partager avec les familles. On appelle ça le sport en famille, c'est un nouveau concept qu'on a développé chez nous. D'accord. C'est le papa ou la maman, quand elle accompagne son fils ou son enfant pour, faire pour pratiquer des activités, pour éviter qu'ils restent dans leur voiture ou qu'ils dans les couloirs, on leur a proposé de venir s'entraîner en même temps, mais Ça, dans des c'est salles très bien. différentes. Ah, franchement, c'est très bien. Je sais aussi, par rapport justement à notre ancienne salle, Mhm. que il y avait aussi une section féminine. Il y a des femmes, voilà, qui préfèrent rester entre femmes. Est-ce que c'est maintenu ça aussi? En Parce fait, que la ça peut être section intéressant. féminine, c'est un groupe de filles dans le quartier qui sont venues Ouais. nous voir, ils nous ont fait une demande. On aimerait bien se retrouver entre filles. Est-ce que c'est possible d'avoir des créneaux horaires et tout ça pour qu'on puisse faire du sport? Voilà. Sans pour autant voir notre frère, notre cousin
voilà, et vraiment, elles voulaient rester entre elles. Je dis, ok, y a pas de souci. Non, bah, On a voilà, réfléchi t'es avec ouvert. toute l'équipe, on avait des... ouais. T'es ouvert et tu t'adaptes. De toute façon, on est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas de race, de religion, c'est ouvert à tout le monde. Ah, bah, c'est D'accord. des belles Après, c'est valeurs. des demandes. Ouais, qui Si t'entraînent demain, il y a avant. des personnes âgées qui nous disent, nous, on aimerait bien avoir un créneau pour nous, il n'y a pas de problème. Ouais, on faut réfléchit, travailler on un peu, étudie ouais. et on propose. En parlant de créneau, justement, c'est bien que tu me tendes la perche par rapport à ça, parce que je vois justement beaucoup de matériel de musculation, etc. Est-ce qu'un adhérent peut justement venir s'entraîner uniquement pour du libre? Pas forcément tourner avec les gens, etc. Bien Juste sûr. faire un peu de sac de frappe et payer à l'année pour faire juste de la En fait, musculation, etc. Voilà, en fait, l'adhérent, il a le choix. Il y a plusieurs forfaits qui sont proposés. D'accord. Donc, s'il ne veut pas faire de cours, il veut faire que du libre ou que de la muscule, il peut. D'accord. Et il bénéficiera aussi des conseils d'un coach au lieu qu'il en paye un autre en En extérieur fait, ou qu'il galère comme les autres, comme ça. l'avantage d'ici, Ouais. dans notre académie VIC, c'est que les coachs, ils sont là en permanence. Ici, il y a D'accord. 4 coachs tout le Ok. temps. De D'accord. l'ouverture jusqu'à la fermeture, il y a toujours des coachs. Parce que je sais pas si tu le sais, parce que je suppose que les salles comme, alors je vais pas citer les noms, Ouais, les ouais. grosses salles actuelles, si tu veux un coach, tu es obligé de payer les services, ça devient beaucoup plus cher, etc. C'est plus compliqué. Et là, tu es en train de nous confirmer que justement, il y a des coachs ici à plein temps qui peuvent justement venir Nous, aider. nous, on n'est pas dans cet état d'esprit à vouloir faire de l'argent ou autre. Nous, on est plutôt d'assurer un encadrement, d'accord, mais vraiment un état d'esprit avec les parents, les enfants et ainsi de suite. C'est plus de l'éducation en fait, d'accord, et d'inculquer des valeurs. Prenez justement les exemples. Voilà, prenez. Voilà. Parce que, non, je dis ça exprès parce qu'il y en a malheureusement qui. Tu le sais. Non, mais après, On nous, n'a pas les de secret. cotisations, c'est juste pour payer les assurances, Oui, oui, bien sûr. les déplacements, une partie du matériel, voilà. Mais malheureusement, dans ce milieu, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui pensent plus business, malheureusement, que. Après, on Après, n'est pas là chacun, comme on Chacun dit, sa voit vision midi des choses. à sa porte. Nous, Exactement. on n'est pas dans cet état d'esprit-là, on Tant est mieux. plus dans le travail, dans le sérieux. Là, c'est la partie cardio, je suppose. Ouais, ici, c'est la partie cardio. Ouais. Alors Ouais. là, il y a quoi? Il y a un escalier, tapis de cours. Ah ouais, ça c'est un bon tapis. Escalier, tapis de course, ça c'est le nouveau tapis là, qu'ils font. Ouais. Très très bon tapis. Ça c'est une belle machine. Il y a pas de, c'est pas alimenté, c'est auto-alimenté. Ouais. Je connais, ouais. Ça c'est le rameur classique que Par tu contre, connais. Là, je vois la Rolls-Royce, justement, des salles de MMA, mais que tu vois uniquement, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'en ai fait la référence, dans les camps d'entraînement aux États-Unis. Alors regardez-moi cette bête. Bah monte, tu verras, monte dessus. J'ai pas envie de te la salir, je vois qu'elle Non. est neuve. Tu vois. Tu vas rien salir du tout, au contraire. Voilà. Tu sais que cette machine, je n'en ai jamais fait. C'est vrai? Ouais, et je l'ai observé que dans les vidéos, tu sais, des entraînements de Khabib, de Conor, de Ouais. Dustin Poirier, John Et- Jones. L'avantage de cette machine-là, c'est qu'elle travaille tout. Le cardio et Ouais, la ouais. musculation. Voilà. Non, Donc elle est les hard. jambes, le haut du corps, Elle a les l'air bras, hard. ouais, elle est hard. Mais tu travailles tout avec. Ah non, franchement, belle machine. Belle machine, belle réussite, Joe. Et ce que je pouvais rajouter, ici, le ring et la partie sac de frappe. Ouais. Ici, il y a une partie aussi tatami pour ceux qui ne veulent pas faire les cours, qui veulent vraiment faire du libre, ils s'entraînent eux-mêmes pour ne pas déranger les autres. Bien sûr. On leur met en place aussi Non, franchement, je suis impressionné. cet équipement. Je sais pas si tu as tout capté, caméraman, mais il y a trop de choses en fait. Il y a ce qu'il faut en fait. Ici, elle fait 200 mètres carrés la salle. L'autre côté, 150, plus tout ce qui est vestiaire, sanitaire, les bureaux, espace de vie, on est presque à 500 mètres carrés. Les compétiteurs qui s'entraînent un peu en privé, enfin, qui peuvent venir en tout cas plus ou moins s'entraîner ici en privé, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils voient tout ça? Qu'est-ce qu'ils te disent? Bah, moi, ils me disent toujours chapeau, respect. Et franchement, maintenant, c'est à nous de travailler, c'est à nous de faire honneur par rapport à l'équipement et au travail qui a été effectué par toute l'équipe. Non, franchement, ça fait plaisir de voir tout ça. En tout cas, pas pareil, un respect à toi. Moi, je te connais personnellement. Hein, c'est Oui, pour ça que je me suis oui. permis justement de venir filmer, de commencer le premier épisode du MMA France Tour ici, parce que c'est qualitatif. Il y a un très bon état d'esprit. Je connais les compétiteurs, le staff justement qu'on va interviewer de suite après. Et voilà, en tout cas, merci à toi, Joe, pour cette Merci visite guidée de Marcelo, la salle. merci à toute l'équipe en tout cas. Juste une petite question pour pouvoir s'inscrire, etc. À partir de septembre, logiquement.
Moi, je peux pas t'annoncer. Si tout se passe bien, normalement, c'est le septembre. ministère des Sports Ouais. qui annonce après préfecture et après la mairie, après nous, en dernier, on a l'info en dernier. Donc, les inscriptions, c'est classique. C'est toujours de septembre à juin. Voilà, D'accord, ok. On va commencer l'interview. bien sûr. Ouais. Avec plaisir. Séquence interview, tout de suite. Merci de m'avoir accueilli et d'accepter cette interview. On va commencer par toi, Joe. Ahmed Zerka, plus connu sous le nom de Joe, entièrement dévoué depuis 1998 dans ce projet-là. Bon, ça fait quand même un petit moment, hein, 1998. Ah, j'étais né il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc bon. Tu étais à l'initiative d'un grand projet du quartier de Grigny. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, d'où est venue déjà cette volonté de vouloir mener à bien un tel projet et d'avoir tenu plus de 20 ans, malgré les conditions, toutes les épreuves qu'il y a eu, les petites galères. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à persévérer? Alors, avant tout, je voulais te remercier pour l'interview. D'accord. Et le commencement, il s'est fait en 1998, ici à Grigny. Un projet qui avait émergé avec des jeunes. On avait commencé à cogiter un petit peu. L'idée, c'était vraiment de faire comme un centre social, mais vraiment dédié que dans les sports, en fait. Un lieu de rencontre. Voilà. Un lieu de rencontre, d'échange, mais vraiment avec le sport. Pourquoi les sports? Simplement parce que ça porte tout ce qui est les valeurs, le respect, la maîtrise de soi et ainsi de suite. Le code de l'honneur. Voilà, le code de l'honneur. Déjà, dans le quartier, il y a toujours eu des codes. D'accord. Malgré ça s'oublie un peu avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Mais nous, on est là pour veiller à ça, sur Grigny. Alors, en 98, moi, à la base, je viens d'un milieu complètement différent. J'étais dans la peinture, j'étais dans le graffiti et ainsi de suite. Et par hasard, comme ça, je me suis orienté dans le social, en fait. D'accord, mais c'est un sujet sur lequel justement qu'on va revenir parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Et souvent les gens en fait ils veulent quitter le quartier. Voilà, la plupart ils veulent mener ses études à bien, puis quitter le quartier parce qu'ils pensent voilà que c'est quelque chose qui les tire plus vers le bas. Mais toi, avec Hakim justement, vous avez voulu rester, absolument rester, et fonder cet empire. Est-ce là votre héritage ou pas? Si moi je peux me permettre de répondre, oui. En fait, moi c'est comme une revanche en fait. Parce que lorsque j'étais jeune, le fait d'habiter à Grigny, on m'a refusé un lycée à Arpajon, on m'a refusé pas mal de choses, des formations ou du boulot quand j'étais à l'école. Et le fait, tout ça, ça m'a permis en fait d'apporter une réflexion, de bien réfléchir, de dire voilà, j'aimerais bien changer l'image de Grigny. Et comment? Commencer à cogiter un petit peu avec certains potes du quartier. On s'est dit voilà, l'idée c'était vraiment d'apporter un projet, mais vraiment un projet social dans cette ville-là avec les jeunes, porté par les jeunes. Moi j'étais là juste comme une pièce rapportée, vraiment pour les tirer vers le haut et proposer ce projet-là avec les élus. Une fois que ça a duré 4 ans, une fois que ça a été validé par les élus, les habitants, c'était un gros travail quand même. Il fallait convaincre les gens et tout ça, parce que quand tu arrives auprès des gens, tu leur dis oui, les gars, j'ai un projet de salle, ils vont dire mais tu l'auras jamais ta salle, c'est un projet qui vaut 2 millions d'euros. Ah, ils sont tous, tout le monde bloque en fait. Et à l'époque, je crois que c'était les francs. Ouais, c'était en France. C'est bien ça. C'est 98, oui. Ouais, donc il y en a plein, franchement, ils n'ont pas cru au projet. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est un gros défi. Je me suis dit, bon, je vais me battre pour ce projet-là, pour le quartier, pour la ville de Grigny. Et ça a commencé. Rendez-vous avec l'architecte, rendez-vous avec les élus, les habitants, les jeunes et tout. On a commencé à faire des rencontres. Une fois que tout ça a été validé, la première pierre elle a été posée en 2001. On a ouvert fin 2001. Fin 2001, on a ouvert. Dès qu'on a ouvert, il fallait quand même des gens, des éducateurs sportifs pour pouvoir encadrer tout ça. Et c'est à ce moment-là que Hakim, Ama, eux, ils sont arrivés. Ils étaient en tant qu'athlètes. Je vais leur laisser de prendre la parole. Ils étaient juste en tant qu'athlètes. Et je pense qu'ils ont été attirés un peu par ce projet, par ce qui se faisait dans ce projet.
Parce que quand ils ont découvert que c'était pas que du sport, mais derrière il y avait comme un projet social, un état d'esprit et tout, je pense que c'est pour ça qu'ils ont adhéré et voilà. On va leur laisser la parole. C'est vraiment parti de rien en fait. Ouais, c'est parti juste, je te dis, d'un défi en fait. Voilà, pour moi. Hein. Il n'y avait rien de calculé en fait. Les événements, ils sont arrivés successivement en fait, sans réellement réaliser par quoi on allait passer. On est issu de Grigny, ça on peut pas nier. On aurait pu être égoïste et nous aussi arriver à un certain âge, partir sur une autre commune, sortir du quartier parce que forcément, t'as pas forcément envie de finir tes jours là où tu as grandi. En plus, voilà, on peut pas dire que c'est sur scène quoi. Donc on rencontre des difficultés. Mais si nous on est face à ces difficultés, on est réaliste, on sait qu'il y a des vrais problèmes, mais qu'on peut essayer de pallier à ça et les aider, on fait quoi de nos petits frères? On les laisse en galère. Donc en fait, on se sert de l'expérience qu'on a en fait, pour leur permettre d'éviter et de prendre les bons choix que nous, on ne nous a pas forcément montré quand on était jeune. En gros, c'est un petit peu la mentalité à retenir. Ah, c'est beau, c'est un beau message que vous faites passer. Et Joe, du coup, on connaît tous ton art pour la discrétion, pour l'humilité, mais tu n'es pas seulement président du club. Peux-tu nous rappeler les autres casquettes que tu disposes? Alors, président du club, je ne l'ai jamais été en fait. J'ai été, la seule fois de ma vie où j'étais président, c'était président de l'association des arts plastiques de Grigny. Donc après, dans l'académie, on a, là tu vois juste, on va dire, ça c'est un peu le noyau dur. D'accord. On est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, mais derrière, il y a tout un travail qui est fait par d'autres personnes aussi. Ouais. Voilà. Donc, premier président était mon frère, Arsène. Ensuite, après, il y a eu Gaël, et après, il y a Hakim. Voilà. Et là, actuellement, c'est bon en fait. C'est toujours toi, du coup. Ouais. D'accord, ok. Tu es l'un des plus connus au sein du comité du MMA en France, qui se bat depuis de nombreuses années pour faire accepter la discipline dans le territoire. Un combat qui a duré plusieurs années, mais qui a fini par être accepté. Que penses-tu de cela? Ouais. Alors, le plus connu, non. Non, Le travail que j'ai effectué, oui. Alors, si on parle de MMA, moi je vais parler de la partie qu'on maîtrise. Vraiment, dans laquelle on a travaillé avec la fédération, la FFKMDA. Et bien avant, c'était le grappling fight avec la FFL. On est quand même resté presque 10 ans avec eux pour le développement du grappling. Ensuite, je me suis réorienté avec la FFKMDA pour le développement du pancras. Voilà. Et chez eux, on va dire 5 années, j'ai fait à peu près chez eux 50 événements. Tout ce qui est formation arbitrage, tout ce qui est développement sur les 13 ligues, tout ce qui est aussi, ce qui est très important, c'était d'obtenir la délégation du pancras. Alors moi quand je suis arrivé, il n'y a pas de délégation du pancras. D'accord, donc on s'est battu, on a obtenu la délégation du pancras. Et là, pour justement la nouvelle année, là, 2020 et 2021, on a réussi à obtenir quelque chose de nouveau, l'affiliation avec la GAMA. La GAMA, c'est la Global Association MMA. C'est une grosse fédération internationale qui regroupe environ 110 pays. Voilà, c'est le dernier projet au niveau international. Mais national, il y a environ... quand je suis arrivé, il y avait 3000 licenciés. Là, on est à peu près sur 15 000. Voilà. Parlons d'un autre combat que tu mets tout aussi difficile, celui-ci qui est quotidien, dans le plan social, l'insertion des jeunes en difficulté, etc. Est-ce une plus grande gloire pour toi d'aider ces jeunes? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est une grande fierté. Parce que, comme il a dit Hakim, nous, on est aussi du quartier. Voilà. Et on a choisi de rester là. C'est vraiment pour faire un travail, une mission, et vraiment d'aider, de tirer les jeunes vers le haut. Voilà. Et pour revenir au social, moi je suis responsable des coachs à la ville de Grigny. Je suis chef de service, je gère coach à l'emploi, je gère à peu près 6-7 agents. Et dans mes missions, c'est de faire de l'accompagnement et du suivi en fait, des jeunes, pour qu'ils aient accès à l'emploi, formation et ainsi de suite. Voilà. Selon toi, dans un avenir proche,
Le MMA sera-t-il un sport consommable autant qu'aux États-Unis, Brésil ou encore en Russie? En France, la France, je reste sceptique quand même, parce que quand je vois la boxe anglaise, je vois comment on a galéré et tout, c'est compliqué. Après, tout dépend de ceux qui le gèrent, en fait. C'est politique. Voilà. Si tu as un bon politique qui développe bien, bah, ça va Défend bien, monter. qui apporte les Mais bonnes si tu as valeurs. un gars juste qui est parachuté, les poser comme ça, à un moment donné, voilà. Tout dépend des gens. Moi, j'y crois parce que je me suis toujours battu. Ça fait 15 ans qu'on se bat pour le MMA en France. Et heureusement, ça a été validé, mais 15 ans après. Tu as peut-être un mot à dire sur ça, Hama, toi qui es aussi compétiteur? Je suis compétiteur, ouais, depuis des années maintenant. Ça fait un moment. Moi, quand je suis arrivé dans le projet, je suis arrivé en tant que compétiteur. Je suis rentré dans le moule directement. Au début, quand je suis arrivé, j'ai vu ils s'entraînaient avec des kimonos et ça se roulait par terre. Je les ai un peu charriés. Après, quand j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ma première compétition, j'avais 3 semaines d'entraînement. C'était l'Open de Paris. Je suis arrivé 3e et j'ai laissé passer un ancien qui était là, qui faisait plus que moi du grappling. Et c'est de là, après, j'ai accroché directement à ce sport. En vrai, il y a des bonnes valeurs. Et on a vu aussi, lorsqu'on a ramené nos premiers trophées à Grigny, on a vu tous nos gamins, ils étaient contents. Et de là, après, tout ce qui était partie sociale, ça, c'était Joe qui gérait au début. Après, on a mis le nez dedans. On s'est formé. On s'est formé. Et après, on s'est dit, pourquoi pas former nos gamins. Et après, on a commencé à créer des petites sections. Et on a fait une école de champions, de petits champions. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des petits ils avaient 3 ans. Aujourd'hui, ils ont 17, 20 ans. Ils sont là, ils sont encore avec nous. Et compétiteur. Les compétiteurs. Ouais. Et donc de là, on a vu qu'il y avait une carte à jouer là-dessus, sur le quartier, par le biais du sport. Donc, Et du coup, c'est dans votre intérêt aussi que le MMA devienne aussi un sport consommable comme dans les pays que je vous ai cités. bien sûr. Ah, ça Après, serait bien aussi. il faut qu'il soit. Mais le problème qu'il y a en France au niveau du sport, on a toujours un train de retard. Bah justement, c'est la prochaine question qui en suit. On sait qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau français, notamment en boxe, lutte, judo, autre que le MMA, ne touchent pas forcément des très gros revenus en dehors de tout ce qui est publicité, etc. Devons-nous, si on veut vivre en France, bien sûr, devons-nous trouver absolument des contrats publicitaires et sponsors pour pouvoir en vivre ou pas? Je parle même de ceux qui sont au niveau olympique. Ouais, s'ils veulent en vivre, bien sûr. Parce que aujourd'hui, il n'y a aucun gros salaire dans le sport de combat. Il n'y a personne qui prend des. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi on n'a pas énormément de champions? Pourtant, il y a du niveau. On a fait pas mal de compétitions. Et on voit quand même. Le problème, c'est que tu es obligé de cumuler un deuxième travail. Donc, même si tu as un statut pro, tu peux pas t'entraîner comme un pro en vrai. Parce que tu dois aller bosser pour gagner ton pain. C'est pas la mentalité du pays, ça n'a rien à voir avec les. Tu regardes aux États-Unis, le sport, ça fait partie de l'origine de vie. Ouais. En Russie, ça fait partie de l'origine de vie. En Espagne, pareil. Même à Certaines l'école, écoles, hein. ouais, Oui, justement. bien sûr, L'école le matin et Certaines sport écoles, l'après-midi. C'est ça, exactement. ben, Ça fait justement, partie dans des les mœurs. universités américaines, ils développent énormément, ils injectent énormément d'argent aussi pour développer des équipes universitaires en lutte, en baseball, en football américain, C'est ça. etc. En fait, c'est juste une question de financement, on ne va pas se cacher, et de suivi. Voilà. Revenons sur le Vic Fight Academy, un club qui révèle de plus en plus de combattants, notamment en MMA et en grappling. On sait aussi que vous avez de très bonnes relations avec le Bellator. Aurons-nous prochainement la chance de comptabiliser de nouveaux combattants au sein de cette organisation tout droit sortie du Vic Fight? Par rapport aux grosses organisations, oui, on a des très bons contacts. Il n'y a pas que le Bellator, il y a l'UFC, il y a le One FC, il y en a d'autres encore. Hein. Et nous, d'abord, notre objectif premier, c'était vraiment d'avoir une salle vraiment dédiée
pour les sports de combat, une belle salle, travailler sur ça à la base. Une fois qu'on l'a, là on va retravailler sur les compétiteurs pour le MMA. D'accord, on a travaillé sur le grappling, on a prouvé en tant que compétiteur et on a prouvé en tant que compétition. Compétition, on a organisé dans 10 pays. La grosse finale, on l'a fait au palais du Midi à Bruxelles et en partenariat avec la FILA. C'était en 2013. Avec les accords game. Voilà. Après, le VIC aujourd'hui, c'est pas notre priorité. Notre priorité, comme on l'a dit, c'est d'abord l'académie, la formation des coachs, la formation des jeunes et tout. Une fois qu'on est calé par rapport à ça, là, les projets ils sont déjà en place. Le VIC il est déjà en place, les compétitions elles sont déjà en place, il y a tout. Après, il n'y a plus qu'à nous à se réunir, prendre une décision avec le comité directeur et on valide. Mais des champions, aujourd'hui, avec Ama et Hakim, ils en ont formé beaucoup, même il y a avec Paco, avec d'autres personnes, ils en ont formé plein. Ils sont prêts aujourd'hui à un niveau national, international, européen. Ils sont prêts. Justement, en ce qui concerne tout ce qui est niveau international, principalement européen, je suis venu avec une surprise. Ah oui. Un élément qui m'a fait découvrir justement le grappling, c'était en 2006. Ah oui. Voilà. Tu as été l'un des premiers à faire venir justement des légendes de ce sport, comme Ronaldo Jacare, Souza, Gegard Moussassi, Jeff Monson, Pablo Popovic. Il faut savoir que ces combattants ont aussi gagné les ADCC, la plus grande organisation de grappling au monde, le plus gros tournoi, qui est toujours d'actu. Tu as même réussi à les faire combattre dans ton organisation. Je rappelle, le VIC, c'était un tournoi de très haut niveau européen, voire peut-être même le plus gros niveau européen, parce que ça réunissait quand même, comme je disais, les meilleurs combattants de Pologne, les meilleurs. Comme nous qui disons. Non, et c'était voilà. Après, je te fais une petite parenthèse. Tu as dit qu'on a fait venir certains combattants. Les noms que tu as cités, la plupart, effectivement, il y en a qu'on a fait venir, mais il y en a un, on ne l'a pas fait venir. C'est sur la renommée et la réputation de la compétition qu'il a voulu participer lui-même. Jeff Monson, Non, Pablo Popovic. Popovic, il venait de. Non, Il était en Angleterre. Il a gagné les ADCC. Il était en Angleterre, il avait gagné les ADCC. Ouais. Et je me souviens, il m'a téléphoné, et je ne connaissais pas en fait. Et il me demande est-ce que la compétition elle est ouverte à tout le monde, etc. Voilà, je m'appelle Pablo Popovic, je voudrais participer à votre événement, on m'a dit que c'était une très bonne compétition et tout. J'ai dit ok, let's go, come. Et il est venu. Et effectivement, il n'a pas été déçu, et puis lui qui n'a pas été déçu. Ma question. D'ailleurs, il n'y a pas que lui. Hein. Ouais. Marcelo, il y a Joe Cao qui fait Ouais, du UFC, il y a Joe Cao. Pega Navé qui a fait du UFC. Eric Vanderlei, c'est quoi? Ouais, voilà, ouais. Donc il y a plein de gars qui sont venus de domaine. Nous, vraiment, qui on a invité Super Fight, c'était Jacare. Et l'autre fois, c'était Jeff Monson. Justement, ce qui concerne le VIC, aurons eu la chance de revoir renaître ce prestigieux tournoi à l'après-Covid. Moi, je te cache pas, j'en ai discuté avec le staff. On est pour remettre un VIC en place, mais la priorité, c'est les enfants. Donc après, eux, Ama, lui, il a dit ok, mais il aimerait bien refaire un VIC adulte, Avec Kids aussi. Vicky, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On en a discuté, ils sont d'accord. Même les médailles, elles sont prêtes. Ouais, Faut même te les montrer. Tu lui montrer, ouais. Je vais te les montrer. Ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Moi, j'aimerais vraiment renaître parce que c'est quand même quelque chose, une compétition qui révèle beaucoup de combattants, qui fait déplacer aussi beaucoup de combattants. Elle a sa réputation. Voilà, c'est pas rien quand même. Ça peut révéler, justement, ça peut donner accès à des plus grosses compétitions actuelles parce que aux États-Unis, ils organisent aussi beaucoup de combats justement de jiu-jitsu brésilien et rapide. Et justement, ça fait naître de nouveaux combattants, ça les met en valeur et certains partent en transition MMA par la suite. Et grâce à ce CV-là, ils ont plus de facilité justement à incorporer des organisations de combat. Et si je peux ajouter par rapport au VIC, en fait, c'est pas arrêté. La dernière organisation, on l'a fait en Tunisie. On a fait à Dans un l'étranger hôtel aussi. 5 c'est étoiles vrai. et tout ça. Et en 2015, il s'est passé quoi? Nous, on a commencé à investir à la fédération. Donc la FFKMD. Et avec la FFKMD, on a développé une submission chez eux qui n'existait pas. On a développé avec le staff, on a développé tout ce qui est
trace. D'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 13 ligues. Donc de 2015 jusqu'à là, 2020, on est resté actif. Et je te l'ai dit, on a fait 50 événements avec tout ce qui est formation. Il y a plus de 35 compétitions on a fait, de 2015 à 2020. Toujours actif. Très beau. Mais les gens, ils ne le savent pas. Manque de communication peut-être. Ouais, de la part peut-être. des Après, médias nous, aujourd'hui. on n'est pas trop dans la com. Non, je vous êtes sais, dans l'efficacité. Ouais, je nous, on sais. est plus. Moi, je vous connais. On cherche pas les projecteurs. On est une bande de copains, une bande d'amis, une bande de frères. On est dans le quartier, on s'éclate, on s'amuse entre nous. En fait. Après, comme il te l'a dit Ahmed, nous, notre priorité, c'est surtout en fait les jeunes. C'est pour ça qu'on a aussi des partenariats avec les collèges. On a des contrats moraux aussi avec les parents. Donc quand on accueille le jeune, il ne vient pas juste ici pour se défouler. Nous, il y a un suivi derrière. Nous, notre reconnaissance et notre satisfaction, c'est quoi? C'est quand tu as une maman, un papa qui vient et qui te dit tout simplement, franchement, les gars, merci beaucoup. Pourquoi? Le boulot que vous faites avec mon fils, je vois la différence à la maison, à l'école, résultats scolaires, comportement, etc. C'est top, j'ai rien à dire. Franchement, merci les gars. Ça, c'est une reconnaissance. Ça, c'est une satisfaction. Là, on a gagné pour nous. La compète, c'est bien, ça révèle des talents, c'est bien, ça laisse des traces. Mais est-ce que tu laisses vraiment comme trace? C'est la succession, c'est quoi? C'est les petits jeunes qui sont derrière, c'est l'héritage. Nous, on va partir un jour ou l'autre, on va mourir comme tout le monde, on va vieillir. Qui va reprendre le relais derrière? Il faut qu'on forme nos gars. Et surtout les valeurs et les principes. Parce que bon, je t'apprends rien, dans les cités, tu sais très bien comment c'est. Tu peux vite déraper, tu peux vite passer du côté obscur. Et dans les cités, il n'y a pas que des voleurs, il n'y a pas que des braqueurs, il n'y a pas que des dealers, etc. Il y a aussi des gens bien, il y a aussi des sportifs, il y a des gens éduqués, il y a des étudiants studieux, etc., qui ont des diplômes. Et tout ça, on ne les met pas forcément en avant. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas que le côté sportif, c'est aussi le côté valeurs, morales, principes, etc. Justement, je suis là pour ça, pour les mettre en avant. D'ailleurs, juste une petite anecdote. J'avais encadré moi des jeunes, je les ai emmenés pendant 5 ans en fait avec Hakim. On est ramené en vacances à chaque fois. C'est un d'entre eux, il a eu 20 sur 20 au bac, aux mathématiques. C'est pas Qui rien. aujourd'hui est C'est devenu énorme. ingénieur. Il est ingénieur. Et c'est beau quand même. Bien sûr. C'est vraiment un héritage. Et ça, c'est L'Empire. c'est une réussite pour nous. Bien sûr. Je vais passer à Ama. J'ai quelques questions pour toi. Ama, si je puisse me permettre, moi j'ai envie de te surnommer le dos argenté. 120 kg, l'homme aux 4 poumons, aussi agile qu'un poids plume. Je ne vais pas te demander quel est ton secret. On sait que c'est les entraînements. Mais justement, moi, ce qui m'intrigue, c'est à quel point tes entraînements sont dynamiques. Car tout le monde le sait que pour les poids lourds, tout est doublé. C'est doublé. Quelle est ta fréquence? Ma fréquence d'entraînement? Ouais. Je suis à 5 entraînements par semaine. Je fais entre 1h15 et 1h45 d'entraînement. Après, je varie beaucoup. Je fais muscu, cardio. Et l'avantage qu'on a, c'est j'ai toujours tourné avec des jeunes. Et ils sont super agiles. C'est ce qui m'a permis d'être fluide à ce niveau-là. Le fait que je suis lourd, je fais attention quand je tourne avec eux pour ne pas les blesser. Donc ça m'a permis ce côté-là. Et à savoir que déjà ils sont jeunes, ils sont vifs. Donc s'il n'y a pas le cardio qui va avec, je vais me faire bouffer. Et aujourd'hui, on a un statut de coach. Et il y a le mental qui joue beaucoup. Le mental, c'est la base. Hein. C'est ce que je dis à tous mes élèves. Si tu n'as pas le mental, tu fais rien. Tu peux avoir un mental d'acier et être très peu technique. Et on l'a prouvé sur des compétitions avec nos jeunes là. Qu'ils ont fait des championnats de France, des compètes à l'étranger, sont tombés sur des black belts, alors qu'ils sont à peine ceinture blanche, qu'ils ont réussi à battre. Pourquoi? Parce qu'on fait un gros travail sur le mental et le cardio. Donc c'est vraiment un travail où on se prend la tête dessus. Justement, petite anecdote, je tenais à le dire pour les internautes qui nous regarderont. Ama a réussi à gagner justement un combat durant une compétition jugé à la volée. C'est pas un truc qu'on voit régulièrement, Chez les poids surtout lourds, chez c'est les rare. poids lourds, c'est extrêmement rare. Voilà, j'en ai peut-être vu 2 et c'était des très grands combattants au niveau mondial en jiu-jitsu brésilien, mais sinon c'est des techniques qu'on voit pas. Donc bon, c'est des secrets qui se révèlent pas, ça se garde. Faut oser. Mais faut oser, c'est ça. Oser, c'est Faut ça. oser. Comme votre projet, vous avez osé. On a osé, vous on a avez pas- maintenant, Il faut tenter. voilà, on aime bien le sûr. défi, après on a une règle que je dis aussi à mes compétiteurs. On va tous gagner et perdre.
Il n'y a qu'une seule qui perd, il y a qu'une seule personne qui perd pas, c'est Dieu. Exactement. Pour aller de l'avant. Exactement. Rappelons-le que tu as gagné de nombreux titres, notamment le Naga, l'une des plus prestigieuses compétitions internationales en grappling. Envisages-tu de poursuivre dans la compétition et à quelle échelle? On va poursuivre tant qu'on peut, tant qu'on a la santé. Après, malheureusement, il y a le Covid. Là, les prochaines séances, ça sera les sélections pour la DCC. Et C'est pourquoi en pas Pologne, hein. En Pologne. en Pologne. Pourquoi pas faire la DCC. Et après, tant que j'ai la force, je ne suis pas blessé, je vais faire. Ce qui est On a déjà des anciens chez nous, ils ont 47 ans, 50 ans, et ils font encore de la compète, pourquoi pas nous? Exactement. Voilà. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, tant que tu as la forme, il faut y aller. Exactement. Tu es coach en MMA et préparateur physique. On dit que tu cherches à faire naître des poumons en plus auprès de tes combattants par des trainings hyper intenses. C'est ça. Selon toi, sur une semaine complète, quelle est la meilleure fréquence d'entraînement à avoir? Ça, c'est pour les personnes justement qui veulent s'inscrire et qui envisagent la compétition. Ça, c'est au cas par cas. Tu as vu, tout dépend de la personne, ce qu'elle cherche. Ouais, tes objectifs en fait, tout simplement. Si tu as un objectif d'être compétiteur ou tu as ton statut, tu veux vraiment percer dans le monde de la compétition, bah, faut avoir une grosse fréquence. Pour moi, c'est minimum 4 entraînements par semaine. C'est le minimum de chez minimum. Ouais. Mais Après- intense. Intense. Après, moi, mes compétiteurs, je leur fais, quand on les prépare pour les combats, c'est deux entraînements par jour et 4 fois par semaine. Le matin et le soir. Ça fait pas quoi pendant un mois? On leur fait ça un Ouais, bon juste mois avant avant la le compétition. Et une petite question qui ne figure pas dans le questionnaire. Vous pratiquez-vous le cutting pour vos combattants ou pas? Non. 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 Nous, on pratique le coup de fourchette. D'accord, ok. Tu l'as Il est bien pas mal vu. celui-là aussi. Hein. Voilà, c'est le meilleur. Le couscous, ça paye direct. Voilà. Tu accompagnes beaucoup tes combattants durant les compétitions. Que penses-tu du niveau national actuel en MMA et grappling? Bon, en grappling, on a un niveau en France qui est vraiment top. Il y a des bons combattants. Après, en MMA, pour moi, c'est pas top. On a beaucoup de gens qui sortent du pancras. Ils font quelques combats en MMA. Mais voilà, pour moi, ils sont pas vraiment prêts pour la MMA encore. Mais on a quelques pépites quand même qui sont pas mal en MMA et qui font de bons résultats. Mais il y a un gros boulot à faire en MMA. Nous, on l'a vu, on a pas mal de gens qui viennent tourner chez nous. Je suis pas en train de te dire qu'on est les meilleurs ou quoi, hein, mais tu sais, avec l'expérience, maintenant, ça fait des années qu'on coach. On a coaché un peu partout. On avait ouvert à l'époque plusieurs VIC, dans 77, dans 94, dans 78. Donc on a quand même un œil D'experts, tout d'expert, on simplement. va dire, sans prétention. Après, il y a un taf à faire en MMA. Mais en parlant de coach, justement, il faut souligner également que ton coach partenaire est Paco Lakebia, Ouais. ancien grand combattant français qui combattait au M1. Il faut souligner ça. que le M1, c'est à titre personnel la compétition où c'est vraiment C'était c'est la classe là-bas. C'était la C'est classe. que des Russes, C'était l'une des plus grosses compètes qui était archi dure aussi. exactement, qui a révélé de Que nombreux des gros combattants. français, Ouais. bien sûr. Et peux-tu nous parler justement un peu de ce fameux duo que vous formez, de votre synchronisation sur l'enseignement? Avec Paco? Ouais. À te parler, je sais pas, c'est naturel. Sur C'est la complémentaire. même longueur d'onde. Ouais, on est C'est sur la le même plus longueur. important, je On pense. est complémentaires, c'est le jumeau. Obélix, Astérix. Voilà, on se fait appeler Obélix et Astérix. Je Voilà. te laisse deviner qui est Obélix et Astérix. Après, on a grandi ensemble, comme avec Hakim, Joe. On a vraiment tout fait ensemble. On a une bonne complicité, on se Ouais, c'est comme tu complète. as dit, Hamas qui fait notre force aussi, tu vois, c'est bien que tu l'aies souligné. Nous, c'est pas juste une relation professionnelle. En dehors de ça, on se connaît depuis qu'on est tout jeune en fait. On a grandi ensemble. Même si on va se bouffer pendant, je sais pas moi, sur un projet, on n'est pas d'accord. Joe, combien de fois on s'est pris la tête? Et c'est le boulot. On se prend la tête hein, sur la manière de voir le projet, comment on va l'établir, comment on va le mettre en place, etc. Une fois que la conversation elle est close sur le temps de travail, on va manger, on rigole, on passe à autre chose. C'est du professionnel. Et ce qui fait notre force, c'est quoi? C'est que nous, tout simplement, on a une relation qui est fraternelle plus que professionnelle. C'est ça. Donc, c'est un cheminement qui va
qui va ensemble en fait, tout simplement. Mais justement, j'ai quelques questions pour toi, Avec plaisir. Hakim. Juste pour finir, Marcelo, en revenir à Paco, c'est l'un des meilleurs combattants en France. Tu me l'as retiré de la bouche. Tu vois. Ah, Et, 77, que ça soit en grappling. 67, hein. Ouais. Que ça soit en MMA. grappling ou MMA. De toute façon, tous les experts du MMA en France, il n'y a personne qui va dire non. Bien sûr, il a une grande réputation. S'il y en a qui Bien vient sûr. qui me dit non, bah, il n'y a pas de problème, je vais bien l'écouter. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très humble et quelqu'un qui n'a pas touché, je veux dire, tout ce qui est produit, qui est quelqu'un qui n'a pas eu des. Qui n'a pas fait de cutting, qui n'a pas fait. On n'a Voilà. jamais connu ça. Hein. Il s'est entraîné Malheureusement. pratiquement que ici. D'accord. Et il a voyagé dans les 4 coins du monde. Il Et, a voyagé à Singapour. J'ai envie de te au dire, Japon. quand il est parti, il s'est lancé dans la fosse au lion, on va dire, Ouais. pour le MMA. C'était un excellent grappleur. Il débutait dans le monde de la boxe. Bah, ils l'ont signalé. Ouais, Tu non. vois. Ouais. Bah, regarde, je vais te prendre une anecdote. Le seul combat qu'on a pu préparer pour Paco, c'est contre Roganov. C'était un petit à Fedor. Ouais, c'est Il ça. était là le jour de De l'événement. Red Devil. Donc, 15 combats, il avait déjà. Il était déjà expérimenté par rapport à. Il avait cuté. La veille, il était comme ça. Le lendemain, il arrivait vraiment balèze. Et il lui a fait la soupe, Paco, ce jour-là. Et c'est le seul combat où on a pu analyser. Après tous les autres combats, ils ont changé à la dernière minute. Mais malgré ça, il a quand même fait des prestations de fou sur ça. Bien sûr, il a un très très Au grand- deuxième round contre Roganov, Fedor, il est venu monter. Il était assis en VIP, hein, il n'était pas en train de coacher. Hein. Il est monté donner des conseils à Roganov. On rappelle Fedor, Emelianenko, la légende du MMA. C'est ça. Hakim, du coup, président du club. C'est ça. Parlons de vos enseignements au club, mis à part la technique. Que tenez-vous à enseigner également à vos élèves sur le plan mental? Sur le plan mental, bah déjà de rien lâcher, tout simplement, mais pas de rien lâcher uniquement sur le plan sportif. C'est-à-dire même sur le plan scolaire, ça c'est quelque chose qu'on insiste. C'est vraiment une priorité pour nous, l'éducation. Même dans la rue, en dehors des cours, si on entend par exemple qu'un de nos gamins il s'est battu avec un autre gamin d'un autre quartier, etc., il sera puni. On ne va pas rigoler avec ça. On va le convoquer, on va lui demander de s'expliquer, etc. Si un des parents vient et voilà, il n'a pas été sage, il s'est disputé avec son frère, sa soeur, il m'a manqué de respect parce que si on a des parents malheureusement qui sont séparés, qui ont à leur charge, le papa il est avec les enfants parce que la maman elle est soit décédée, soit c'est garde alternée, etc. Ou le papa il est en prison et la maman elle vient, j'ai du mal, le petit il est un petit peu difficile à gérer, on prend le relais. Et comme je te disais précédemment tout à l'heure, quand tu as les parents qui viennent te voir et qui te remercient pour ça, la vérité, tu as tout gagné. Et ça, Bien c'est sûr. ça notre. Bien sûr. En fait, pour moi, mon boulot, c'est ça. C'est pas que de sortir des sportifs. Et si, on dit comment un coup, deux pierres, un coup, c'est ça? C'est ça. Voilà. Une pierre Une de pierre deux pierre coups. deux coups. Pardon, voilà. Je n'aime pas trop cette expression, même si je vais la sortir. Tu arrives à sortir un élève, enfin un athlète qui est poli, qui est studieux et en même temps qui est compétent au niveau sportif, Rigoureux. c'est top, on va dire. Bah justement, on sait que Grigny, malheureusement, a réputation d'être un quartier sensible en France. Voilà. Il y a beaucoup d'appréhension pour les gens qui disent ouais, voilà, il y a un club à Grigny, mais voilà, là-bas c'est chaud, etc. Tu as su recevoir certaines personnes, et justement, quand ils sont sortis, ils sont sortis hyper surpris. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe pour eux, parce que quand ils voient qu'il y a un vrai suivi de l'encadrement, C'est ouais, ils sont très surpris. Marcelo, j'ai envie de te dire, après, c'est les clichés que les médias, pour faire court, c'est les clichés que les médias, ils ont de Grigny. Quand on parle de Grigny, on va parler de Grigny tout de suite en quartier défavorisé, en quartier à émeute, quartier où il n'y a que des bandits, il n'y a que de la casse. Malheureusement, il y a des voyous. Mais c'est comme partout. C'est comme dans toutes les cités ou dans toutes les villes de France. C'est une minorité. Sauf que les médias vont se concentrer sur cette minorité-là, qui vont en faire une généralité, alors qu'à côté, on oublie en fait qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Et comme tu le disais, nous, cette salle-là, à l'époque, hein, je me souviens, moi, les gens, ils avaient peur de venir à Grigny. Ne serait-ce que pour traverser la Grande Borne, ça n'existait pas. Avec Joe, bah voilà, on a eu le projet, tout ça, etc. La salle, elle a vu le jour. Il y a énormément de monde qui sont passés par cette salle, notamment toi, qui n'est pas originaire de Grigny. Et quel ressenti tu as eu? Tu as été accueilli à bras ouverts. Il n'y a pas eu de différence, il n'y a pas eu de mépris, il n'y a pas eu d'injustice. Et c'est ça en fait. Nous en fait ici c'est un club sportif. On ne regarde pas ton identité, ta religion, ta couleur de peau, ton boulot, etc. On a même eu des CRS,
des policiers, des psychologues, on a eu des médecins, des infirmiers, des ouvriers, des chômeurs, des mères de foyer, des papas, des retraités. Ici, c'est une salle vraiment qui est ouverte à tout public. On ne regarde pas ton identité. Quand tu passes le pas de cette porte, tu es sportif. Tu es quelqu'un qui vient chercher du sport, point barre. Ou tout simplement, tu es une personne qui vient se confier. Et nous, on est une oreille aussi à ton écoute, parce qu'on est là aussi pour ça. C'est notre boulot. On est des coachs à l'emploi aussi en dehors de la salle. Bien sûr. Bah, c'est beau. C'est beau. Voilà. Qu'est-ce qu'un combattant complet pour toi? Un combattant complet pour moi aujourd'hui, hein, parce que c'est pas le combattant d'hier. Le combattant complet aujourd'hui, il faut vachement qu'il soit opérationnel physiquement. Il y a des grosses charges de travail au niveau crossfit, musculation, etc. Après, complet, ben, ça dépend dans quelle discipline tu veux évoluer. Si tu me dis, voilà, moi je suis en JJB, ben, tu n'as aucune raison d'aller mettre les gants si tu restes dans ta discipline. Si tu es un grappleur, ben, c'est pareil, Muay Thai, etc., tu n'en as pas l'utilité. Maintenant, le MMA, c'est le sport de demain, c'est le sport de l'avenir, même si en France on est en retard, comme dans beaucoup de disciplines, on est toujours en dernier à faire venir les nouvelles pratiques sportives. Il ne faut pas oublier que la France est l'un des derniers pays qui a légalisé le MMA. Ben, on a un train de retard par rapport aux grandes nations comme les Américains ou les Russes ou les Japonais, etc. Donc si tu veux être complet, ben, il va falloir que tu doubles ton intensité de travail tout simplement dans toutes les disciplines, que ce soit le judo, la lutte, beaucoup la lutte aussi en MMA. Lutte, boxe, sambo, grappling, enfin je t'apprends rien après. Tous les adeptes ils savent ce qu'il faut faire. Bah justement, en parlant de technique, à titre personnel, hein, avant de m'absenter quelques temps du vide pour cause médicale, hein, vous le savez, j'ai pu voir dans les entraînements de Paco qu'il mettait une méthode en place que mon ancien coach Kassim Hanan nous enseignait également, principalement en grappling. Que rien ne sert d'apprendre 36 millions de techniques, travailler énormément, juste quelques-unes, jusqu'à les perfectionner. Par exemple la garde ouverte. Ça, j'en ai mangé avec vous jusqu'à overdose. Pourquoi appliquer cette méthode d'entraînement selon toi? Toi qui es en compétition avec une bonne analyse. Alors, moi je fais plus de compète, mais par contre j'ai un regard sur les compètes. Ouais, c'est de ça que je voulais parler. D'accord. Parce qu'on amène nos petits jeunes à partir de 6 ans en compétition, d'ailleurs qui sont très talentueux. Moi je suis 100% fan de cette méthode de travail. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'avoir énormément de connaissances si tu n'en maîtrises pas une déjà totalement. C'est comme celui qui va apprendre à courir alors qu'il ne sait pas marcher. Non, apprends à marcher correctement et commence après à développer tes foulées pour courir. C'est logique pour moi en fait. Donc vaut mieux maîtriser 5 bonnes techniques que tu maîtrises vraiment bien que 100 techniques et en fait tu les fais un petit peu en mode cafouillage et c'est du n'importe quoi. Et cette technique là, même en compétition, elle peut se retourner contre toi si tu ne la maîtrises pas. Donc nous on reste sur une école basique. On n'est pas spécialement réputé pour être des mecs du dos, on va dire. Nous, c'est plutôt un style, on va dire agressif pour rester poli, mais on est plutôt dessus, c'est passage de garde, on bouffe la garde, une bonne croix, et on te scotche, ça ne bouge pas. Tu marques tes points si tu n'as pas soumis. Et si tu as la possibilité de soumettre, tu soumets. Mais que si tu es sûr que tu vas pouvoir réussir ta clé. Pas juste pour la tenter. Tenter, ça ne sert à rien. En fait. Garantir le combat via des points. Exactement. Après, il ne faut pas oublier un truc, Marcelo, c'est que l'entraînement, c'est jamais comme la compétition. Tu as des mecs, c'est des monstres en compète. Par contre, à l'entraînement, c'est du n'importe quoi. Et vice-versa. En compète, en entraînement, c'est des monstres. En compète, ils font zéro. C'est différent. La compète, c'est stratégique. Il y a de la technique, il y a de l'analyse. Il faut prendre ton temps. C'est pour ça qu'il faut être attentif. L'oreille que tu prêtes attention à ton coach, en fait, c'est une PlayStation. Tu es là, tu es en mode télécommande. Très important. Bah justement, il y a une anecdote sur ça, que ça a apparu avant que je sois licencié dans votre club. C'était justement à Miami. Je te laisse justement nous la raconter et ça montrera justement les résultats de votre enseignement justement par rapport à cette compétition qu'il y a eu. Ouais, à Miami, on est parti, on s'est dit, quand on va aller là-bas, on va pas passer un ou deux tours. C'était pour quelle compétition? C'était Naga, Miami. Voilà. En dessous des Voilà. ADCC. En fait, on s'est sous-estimé et on a surestimé les autres compétitions. En fait. Quand on est arrivé sur place, on a découvert que au final, c'était accessible et qu'il y a des gens de chez nous, ils ont combattu, ils ont eu des podiums. On est revenu quoi avec 14 médailles, au moins 3-4 ceintures. Toi, tu avais gagné. Ouais. Ouais.
Il a gagné, lui, il avait affronté un ceinture noire de l'American Top Team. Voilà. Après, excuse-moi, je te coupe, Ahmed, parce que c'est vrai que le Naga, c'est à double tranchant. Souvent, on va entendre parler de Naga, ouais, mais c'est un champion Naga. Et je sais que derrière ton écran, les internautes vont se dire, mais au Naga, tout le monde est champion. Parce qu'il y a plein de catégories. Là, ce dont on parle, nous, c'est en catégorie expert. C'est pas en amateur. Parce que tu peux arriver, tu as 6 mois de pratique, et tu gagnes un combat ou tu perds, tu repars avec une médaille, tu fais le buzz sur Internet en disant, j'ai gagné le Naga. Non, là, ce qu'on parle, nous, c'est vraiment en combat confirmé. Les Nagas les plus durs qu'on a eu, c'était l'Allemagne et la Hollande. Ouais. Voilà. Miami. C'est pas le niveau de la DCC, hein. Attention, la DCC, Là, c'est autre chose. tu le vois en La France. DCC, de toute façon, c'est sous Ceux qui ont fait convocation en la plupart France, du temps. je sais pas s'ils ont passé les 1 ou 2 tours ou 3 tours, je sais pas. Alors, les seuls combattants français qui ont réussi à accéder aux ADCC, le final ADCC, il y en a eu 2. C'est Nicolas Régnier, qui a, il me semble, jamais passé un tour, et Kassim Hanan, qui a affronté justement André Galvao, meilleur mondial actuel. Kassim a perdu par décision, il n'a pas pris de soumission, c'était au premier tour justement à Barcelone en 2009. Donc ouais, il n'y a aucun Français clairement qui a fait quelque chose de Voilà, mais après c'est un niveau c'est pas le Naga. Ouais. Et pourtant, Mais Nicolas Naga, il y a- Régnier, il est vraiment fort sur le plan national, il n'y a rien à dire. C'est pour te dire aussi le niveau qu'il y a entre l'étranger, enfin les athlètes d'autres nations et chez nous. Et pourtant, c'est un monstre, on n'a rien à dire. Il a un palmarès de podium. Personne ne peut renier que c'est l'un des plus grands sportifs en grappling de sa catégorie. Mais face aux autres combattants étrangers, tu ressens quand même que nous, en France, on a un train de retard, on va dire. Bah justement, j'avais une question bien précise sur ça, et je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Supposons que demain un club, ou vous par exemple, vous recevez une offre d'une des plus grosses organisations pour l'un de vos licenciés, ou plusieurs, je vous le souhaite, et que celui-ci accepte. Dès lors qu'on entre dans une telle dimension, sommes-nous obligés de tout lâcher? Je fais référence aux études, au boulot, etc. Et bosser à plein temps à l'entraînement. Est-ce que les deux sont compatibles? Une telle opportunité nécessite forcément des sacrifices ou pas? Alors, si je peux Vas-y, me Ahmed, permettre, c'est est-ce que tu parles en amateur ou en professionnel? Professionnel. D'accord, parce qu'en amateur, on a La quand même question se envoyé. Non, je parle des grosses organisations, les plus Ouais, grosses, ouais, non, UFC, parce que- Bellator, ONE FC, enfin voilà. Bon, peut-être Hama, il peut parler là-dessus, parce que c'est lui qui. Moi, je vais te répondre à ça. C'est pas une question qui est compliquée pour nous de toute façon. Si demain on a un de nos athlètes qui est contacté par une de ces organisations-là, tout va dépendre de sa situation actuelle. Déjà, est-ce qu'il a un emploi, sa situation familiale, etc. Maintenant, s'il a la sécurité de l'emploi, il a un bon travail qui lui permet de se mettre une mise à dispo. On va l'accompagner. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'amener à ce projet et qu'il fasse de bons résultats. Maintenant, dans la mentalité et la philosophie de ce type de projet, moi je suis pas pour. Parce que demain tu te blesses pendant un combat ou un entraînement et c'est une blessure définitive. C'est-à-dire tu te blesses et tu restes en incapacité totale physique, tu deviens handicapé ou la perte de la vue ou peu importe. Ça se passe comment pour toi? Qui va t'aider? Il n'y a plus personne en fait. Donc pour moi, il est très important et il est même primordial que la personne elle ait quand même un bagage professionnel ou intellectuel qui lui permet de subvivre à ses besoins en fait. Si tu as une femme et tu as des enfants, tu fais comment demain? Tu peux pas? C'est compliqué. C'est pour ça que même nous, nos gamins, là, à partir de maintenant, là, depuis quelques années, c'est ce qu'on met en place avec Joe et Hama, on les forme. On les forme, même s'ils sont compétiteurs de haut niveau, on les forme pour qu'ils puissent être demain autonomes, qu'ils soient diplômés, et qu'ils peuvent aller travailler où ils veulent, que ce soit en France ou à l'étranger, mais au moins ils ont un bagage, ils ont quelque chose, ils ne partent pas d'ici avec rien du tout. Si leur carrière sportive leur permet d'aller plus loin et de gagner leur vie avec, tant mieux, mais ça c'est à titre personnel. Moi j'y gagnerai rien personnellement. C'est ton nom qui sera marqué. Nous on est dans l'ombre, on s'en fout, on ne cherche pas à briller, on ne veut pas être sous les projecteurs. Tu gagnes, c'est bien, tu perds, on sera quand même là pour toi. Dans le bien ou dans le mal, on sera quand même là pour toi. Donc si demain, tu as ton diplôme et qu'en plus de ça, tu es brillant et admettons tu veux arrêter ta carrière, bah, y a pas de souci. Tu auras quand même un travail quoi qu'il arrive. Tu n'es pas livré à toi-même, tu n'es pas dans la rue. Parce que je pense à notre ami aussi, Boris Johnson, très grand combattant de l'époque. Il a fait le jingle fight. Et bah, après sa carrière, je pense qu'elle a mis un terme. Il a eu une blessure à l'œil. Et du coup, bah, après, pour reprendre en combat pro, c'est fini pour toi.
Donc, et ça, je pense qu'il y en a plein qui vont entendre ce genre de discours et qui seront d'accord avec ce qu'on dit. Il ne faut pas tout miser, il ne faut pas mettre, comme on dit, tous tes œufs dans le même panier. Sauf ceux qui pensent un peu trop business. Ouais, voilà. Mais on peut pas tout mélanger. Mais après, si tu as la possibilité, c'est une opportunité, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aussi évoluer dans une grande organisation. Bien sûr. Donc Non, ils si en cette rêvent. opportunité-là, elle se présente, il faut la saisir. Et nous, on est là pour les encadrer, les aider, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, tu me demandes en off, si ça devait se présenter, ouais, on en verrait, parce que le petit, c'est peut-être ce qu'il veut aussi, c'est peut-être le but de tous ses entraînements, et ses sacrifices, c'est pas pour rien. C'est peut-être aussi la finalité de ce qu'il recherche. Mais je lui dirais clairement, pour qu'il l'entende, mets pas tous tes œufs dans le même panier. N'oublie pas qu'il faut que tu te formes à côté, tu as une vie de famille, tu as un avenir, etc. Ne mets pas tout là-dessus, quoi. Justement, tu dis que tu t'adresserais de cette façon-là à tes élèves. Si vous avez un petit mot à leur faire passer, ça serait quoi? À vos compétiteurs, votre section adulte, etc. Histoire de les rebooster à l'après-Covid pour les prochaines saisons à venir. Ils savent, hein, ils vont transpirer, ils savent. C'est assez clair, ils savent. Ils attendent que ça. Ouais. Mais vous êtes quand même fiers d'eux? Ah, Oui, toujours. Bien sûr, bien sûr. Et on est ouvert à tout le monde. Hein. On n'a Moi, pas de- moi, ce que je peux d'a priori. dire pour la nouvelle génération, ça sert à rien de courir plus vite que la musique. Rester simple. Essayer de bien être, encadré avec des vrais professionnels, des vrais experts. D'accord. Restez toujours fidèle avec vos coachs, avec votre staff et ainsi de suite. C'est pas la peine de courir un peu partout. Et c'est pas bon, ça paye pas ça. Je vous remercie infiniment Merci de à toi, m'avoir Marcelo. accueilli. Merci C'est très à gentil. merci Marcelo et à toute l'équipe. Voilà. Et bah écoute, au plaisir. Hein. à bientôt. Au plaisir. Ça marche.